le renouvellement des permis qui ont eu lieu l'année passée, 5% de ces permis, de ces titres sont revenus au gouvernement congolais. Nous avons plus de 15 000 employés et sous-traitants, ce qui fait de nous un des employeurs importants de la région. Et je vous ai aussi dit que nous avions investi à peu près un peu plus de 8 milliards de dollars en RDC depuis que Glencore y est présent. Alors, en tant qu'entreprise responsable, nous payons nos impôts, nous payons tout ce que nous devons à l'État. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé du fait que le taux d'imposition était assez élevé en RDC, et c'est vrai qu'on ne contredira pas monsieur qui l'a dit. Et je reviens encore sur le fait que c'est vrai que le taux d'imposition est élevé, mais il y a aussi un sérieux problème au niveau des textes. Et il faudrait non seulement que ces textes soient revus, qu'ils soient adaptés au contexte d'aujourd'hui, mais surtout que ces textes soient clairs. Parce que quand un texte manque de clarté, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'avocats ici, quand un texte manque de clarté, les interprétations deviennent diverses. Et étant donné que le seul qui peut interpréter ces textes, ça revient à l'État, parfois ça fait assez mal. Le climat des affaires n'est pas là. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, ils ont eu à intervenir dans certains cas pour pouvoir justement remettre les choses à leur place. Voilà. Alors, vous m'entendrez parler beaucoup de responsabilité et je parle beaucoup de transparence et de traçabilité. Nous produisons du cuivre et du cobalt, mais vous n'entendrez pas souvent des critiques sur le cuivre. Vous n'entendez des critiques que sur le cobalt. Alors, on nous expliquera, d'ailleurs il y a quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais qui m'a demandé à la pause, est-ce que je ne voulais pas parler du fait que Glencore opère en RDC sans employer des enfants, et j'ai dit non, je ne vais pas le dire parce que est-ce que vous demanderiez à Coca-Cola, est-ce qu'ils emploient des enfants dans leurs usines? Est-ce qu'il y a un intérêt pour une entreprise industrielle d'employer des enfants? Ça n'a aucun sens. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, mais en RDC, il y a la production industrielle qui représente plus de 90% de la production de cobalt en RDC. Et aujourd'hui, on parle de 10 et certains parlent même de moins de 10, de presque 5%. Donc, comme je le dis encore, Glencore n'a pas besoin d'utiliser des enfants dans sa production. Elle a des employés qui sont responsables, elle a des employés qui sont compétents et des experts dans le domaine. Nous sommes certifiés Responsible Minerals. Et ça, c'est important parce que ce sont des certifications qui sont reconnues dans le monde entier par l'OCDE. Et vous n'êtes pas certifié RMI tout simplement parce que vous le voulez, mais il y a des audits qui se font à plusieurs reprises avant que vous ne deveniez certifié RMI. Et on le fait pourquoi? Pour que le cobalt de la RDC ne soit pas pris comme un cobalt de seconde zone. Parce que c'est aussi ça que, en critiquant constamment la production du cobalt en provenance de la RDC, c'est ce qu'on fait en fait, en essayant de montrer que le cobalt de la RDC est un cobalt de seconde zone. Et je vais vous apprendre peut-être quelque chose que vous le savez déjà, mais le cobalt produit en RDC est un sous-produit du cuivre. Alors si le cuivre n'est pas remis en question dans sa réputation, pourquoi est-ce que le cobalt, qui est un sous-produit du cuivre, devrait être remis en question?
je vous pose la question et je pense que ce sont des points qui permettent à chacun d'entre nous de réfléchir et de comprendre parfois qu'on lit beaucoup de choses qui ne sont pas toujours correctes. Alors, il y a aussi la certification COP-MOC, qui est une certification qui est liée à ce qu'on appelle ESG, environnement, social et gouvernance, que nous avons entamé et qui nous permettra d'avoir une certification encore supérieure par rapport à notre production. Alors, nous sommes aussi membres de l'ITIE. Et l'ITIE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une structure qui s'occupe de la traçabilité de la production des minerais en RDC. Donc, tout ce que vous produisez est enregistré au niveau de l'ITIE, aussi bien en termes de quantité qu'en termes d'exportation et de revenus qui sont payés à l'État. Alors, je voudrais aussi dire, parce qu'on parle souvent de l'ASM, donc de l'artisanat minier, en tant qu'entreprise, nous n'achetons pas et nous ne vendons pas aux artisans miniers, mais au travers d'une structure qui s'appelle la Fair Cobalt Alliance, l'Alliance du cobalt équitable, nous soutenons un artisanat plus responsable. D'accord? Donc, on soutient financièrement cette structure aussi bien que Tesla et d'autres entreprises qui sont membres de cette structure-là. Nous soutenons cette structure qui travaille avec l'artisanat minier pour la rendre beaucoup plus responsable et empêcher la mauvaise réputation de l'artisanat minier en termes de cobalt. Alors, on parle beaucoup plus de cobalt que du cuivre quand il s'agit de la RDC. Pourtant, la RDC demeure un très grand producteur de cuivre. Mais on parle aujourd'hui beaucoup plus de cobalt parce que quand on parle de la transition énergétique, on ne peut pas à ce jour parler de la transition énergétique sans parler du cobalt qui joue un rôle très important dans tout ce qui est batterie. Et la RDC est l'un des grands producteurs de cobalt. Et vous savez aussi que la RDC détient 70%. On nous a reproché, on nous a dit qu'on était comme les Belges où on parlait le vrai français, donc 70%. 70% du cobalt, de réserves de cobalt sont en RDC. Donc c'est pour vous montrer à quel point la quantité de cobalt est importante en RDC. Et c'est pour ça que cette réputation, le désir de vouloir mettre le cobalt de la RDC en seconde zone, je pense que c'est assez inacceptable, surtout pour des entreprises comme nous qui produisons de manière responsable. Donc je vous ai déjà expliqué que en fait on fait partie de la Fair Cobalt Alliance, qu'on ne tolère pas le travail des enfants, que ce soit dans l'industriel ou dans l'artisanat minier. Et d'ailleurs, pour ce faire, pour éviter cela, et au travers de la Fair Cobalt Alliance, ou dans les différents programmes sociaux que nous avons, nous investissons beaucoup dans les écoles. Nous organisons beaucoup de colonies de vacances. D'ailleurs, bientôt, ça va commencer. Et la raison pour laquelle nous le faisons, c'est tout simplement que nous constatons que les enfants, quand ils ne sont pas à l'école, rejoignent leurs parents dans les sites artisanaux. Et pour peu, surtout que la maman travaille aussi dans les sites artisanaux, ben les enfants vont rejoindre leur maman et attendent que la maman finisse de travailler pour rentrer avec elle à la maison. Donc on a eu à attaquer les choses sur deux fronts. Tout d'abord, garder les enfants à l'école, et les colonies de vacances, on les fait parce qu'on se rend compte que quand les enfants rejoignent leurs parents pendant les grandes vacances
dans les sites artisanaux, ben, à la rentrée scolaire, ont tendance à ne pas vouloir rentrer à l'école. Ça, c'est de un. De deux, ce que l'on fait, c'est que pour les femmes qui ne font l'artisanat minier parce qu'elles n'ont pas d'alternative, nous leur proposons des alternatives dans la couture, dans la restauration, dans toutes sortes d'autres activités, parce qu'on se rend compte que quand elles rejoignent ces autres activités, elles ont des revenus beaucoup plus stables que dans l'artisanat minier. Ça permet une meilleure qualité de vie pour leurs enfants, parce qu'on constate aussi que les femmes, lorsqu'elles ont des revenus plus élevés ou plus stables, l'utilisent beaucoup plus pour le développement de leur famille. Et puis on se rend compte aussi que les enfants, quand ils rentrent de l'école, ne vont plus rejoindre leur maman sur les sites, mais vont plutôt rejoindre leur maman là où elle travaille. Et on le fait aussi pour certains hommes qui veulent d'autres alternatives à l'artisanat minier, parce que ceci dit, il y a aussi des personnes qui aiment beaucoup l'artisanat minier et ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, mais ils le font parce qu'ils l'aiment vraiment. Et nous, notre but est vraiment de les accompagner pour rendre cet artisanat plus responsable. Il est aussi important de rappeler en fait que la RDC, avec le secteur minier, qui lui rapporte quand même beaucoup, parce que je crois que le secteur minier est un des secteurs qui contribue le plus au budget de l'État. Ce secteur doit être bien compris par l'État et par la population également, parce que c'est un secteur producteur, c'est un secteur, le cuivre par exemple, la RDC fait partie des premiers producteurs de cuivre, et la plupart des entreprises qui produisent du cuivre produisent des cathodes de cuivre. Et les cathodes de cuivre, comme je vous ai dit, sont des produits finis, pas semi-finis, mais finis, parce que l'étape suivante serait peut-être plutôt de faire des câbles, et ça ne fait plus partie du secteur minier, c'est tout à fait un autre secteur. Donc quand on explique que le secteur minier ne produit pas de produits finis, il faut quand même atténuer cela. La RDC a aussi est le premier producteur mondial de cobalt. En termes de diamants, il produit aussi des diamants. Le coltan, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, l'avantage que la RDC a, c'est tout son potentiel hydroélectrique. Imaginez-vous que toute cette production se fasse à 100% avec de l'hydroélectricité. Je vous assure que la RDC deviendrait le pays le plus vert, avec une production minière la plus verte possible. D'où l'importance en fait de pousser à ce que l'hydroélectricité devienne beaucoup plus, comment est-ce que je pourrais dire, plus développée en RDC, pas seulement pour notre consommation à nous, mais pour la consommation minière. Je vais terminer, je crois que ça doit être... Oui, voilà, c'était mon dernier slide. Et je voulais juste terminer par, pas le côté que négatif, mais vous expliquer qu'il y a un tellement grand potentiel, et pas seulement dans le secteur minier, mais dans l'hydroélectricité aussi. Voilà, merci. Après le lunch, c'est toujours le micro. Voilà, donc je sais qu'après le lunch c'est toujours pas facile, donc je vais demander quand même une rafale d'applaudissements encore une fois s'il vous plaît.
c'est un exercice qu'on a appris en management pour réveiller le public. Donc voilà. Alors, il y a quand même quelques principes et quelques points importants que tout le monde n'est pas familier avec le secteur minier. Je voudrais quand même reprendre 2-3 thématiques. Je pense qu'il faut comprendre, on a souligné le principe de responsabilité, de transparence, de traçabilité. Je pense que ce sont des points importants pour l'audience ici qui n'est pas familier. Je pense aussi qu'il y a un thème et un point, un mot que je voudrais que vous gardiez en tête, que la RDC n'a pas de cobalt de seconde zone. Je pense que c'est très important que quand vous parliez de ça, vous disiez, ben voilà, en RDC, c'est pas du cobalt de seconde zone. Ça, c'est très important. Et quand on dit que la RDC, le cobalt qu'on a, c'est un sous-produit du cuivre, pourquoi on ne parle pas du cuivre de la même manière? Pourquoi on ne met pas ça en question? Ce sont des arguments parce que vous êtes tous des ambassadeurs de la RDC. Vous êtes tous des personnes qui peuvent contribuer à changer l'image. Donc, on vous a donné des cartouches ici pour essayer d'utiliser pour tirer contre ceux qui ont toujours ces clichés sur la chose. Je pense aussi un des points importants, c'est, on a mentionné la certification. Ça, c'est très important, la certification du processus de traitement de minerais et surtout le rôle du cobalt dans la transition énergétique. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, que le cobalt joue un rôle important, les enjeux stratégiques qu'il y a pour le pays. Et c'est bien que Madame Marie-Chantal ait mentionné aussi que Glencore n'a pas de tolérance pour le travail des enfants. Et surtout, nous avons beaucoup aimé l'aspect mis sur l'aspect familial. Donc quand les enfants, pour éviter qu'il y ait même un seul lien ou la possibilité d'exposer les enfants, on essaye même d'occuper les enfants et les mamans. Je pense que ça, c'est très bien. Voilà. Et une autre chose, malheureusement, on n'a pas encore les représentants de l'État. La contribution significative que vous avez au budget de l'État, je pense que ça, c'est très, très important. Et à chacun son travail. Donc, quand on produit des cathodes de cuivre, on est déjà à un état de produit semi-fini. Donc, peut-être qu'il faut qu'on ait d'autres... Ouais, un produit fini, même pas semi-fini, fini. Donc, il faut peut-être qu'il y ait d'autres interlocuteurs, d'autres intervenants qui jouent un rôle. Et puis, surtout, le potentiel hydroélectrique. On en a parlé tout à l'heure. Donc, je pense qu'il est très important, on se trouve en Suisse, de voir comment faire pour mettre en place des bonnes synergies pour relever l'importance de l'hydroélectricité dans la transformation des produits miniers. Merci beaucoup. Alors, sans transition, je vais passer à côté à Monsieur Tony, peut-être brièvement vous présenter. On va parler d'un concept assez spécial. Je pense que peu de personnes dans la salle sont familiers des principes volontaires, et je pense que c'est une bonne transition avec Glencore pour parler de ce que sont les principes volontaires. Merci pour la parole. Donc moi, c'est Maître Tony Tambou, je suis avocat et point focal de l'initiative des principes volontaires en RDC. J'étais directeur de cabinet au ministère des Droits Humains et donc je vais tenter de vous parler des principes volontaires. C'est un terme qui, il y a encore 3 années, on va dire, 3 années et demie passées, même moi qui suis devant vous, je n'avais jamais entendu parler des principes volontaires. Et je ne suis pas, on va dire, quelqu'un qui ait travaillé dans le secteur minier. Je suis juriste, c'est vrai. On a la culture, on lit, on suit des informations, mais je n'étais pas plongé dans le secteur des mines. Et donc, on avait parfois des conceptions assez, on va dire, erronées, parce que on se dit, la RDC, c'est un pays extrêmement riche, c'est une réalité, on l'a toujours dit, un géant sur le plan des minerais, mais il y a toujours eu cette dichotomie entre la richesse réelle, la richesse du pays en termes de minerais, et la richesse au niveau de nos populations, au niveau de notre État. Et souvent, on avait l'impression de se dire, il y a peut-être un souci, c'est le gouvernement qui bouffe l'argent, qui détourne, parce qu'il y a des entreprises minières qui existent au pays, qui payent des redevances, qui payent des taxes, et donc on se dit, c'est l'État qui vole ou le gouvernement qui vole. D'un autre côté, il y a des entreprises qui viennent investir en République démocratique du Congo, qui font, on se dit, du bénéfice, et on se dit, donc ces entreprises viennent s'enrichir sur le dos des populations. Et de l'autre côté, vous avez les populations riveraines, les populations locales qui vivent dans les zones minières et qui sont pauvres et qui se disent c'est les entreprises qui se font de l'argent sur notre dos et c'est l'État qui vole l'argent que payent en termes de redevances ces entreprises. Et donc on se retrouve dans une situation où vous avez 3 entités qui sont différentes et qui ont des conceptions différentes alors que l'objectif
que ce soit l'État, que ce soit les entreprises qui viennent investir, ou que ce soit les populations, c'est que tout le monde, entre guillemets, pour être assez schématique, se retrouve. Et donc, les principes volontaires, c'est quoi? Principe volontaire, c'est cette, on va dire, possibilité, cette initiative qui permet à ce que le gouvernement, comme entité, les entreprises qui sont dans le secteur minier et les organisations de la société civile qui, on va dire, sont pas les représentants des populations, mais qui sont des organisations, des structures qui sont sur le terrain et qui vivent, on va dire, au quotidien avec les populations, qui se mettent ensemble pour pouvoir discuter, échanger et se dire, entre guillemets, des vérités. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments que chaque entité séparément n'a pas certainement. On l'a entendu ce matin, il y a des taxes, des redevances que les entreprises payent, et il est de bon droit de se poser la question, cet argent, on en fait quoi? Parce que l'objectif, c'est que les richesses qui sont produites au Congo puissent bénéficier aux Congolais, en tout cas sur les personnes qui vivent sur le sol congolais. Et sur ce plan-là, il y a parfois des soucis. Mais c'est aussi de se dire que les entreprises qui viennent mettre de l'argent, on a suivi Madame Marie-Chantal qui a dit que, par exemple, on investit, j'ai suivi ce matin, 8 milliards de dollars, je ne sais pas c'est réparti sur combien d'années, mais il faut dire que 8 milliards de dollars, il y a quelques années, c'était pratiquement 2 fois le budget de l'État congolais. Et sur ce budget de l'État congolais, il y avait la moitié qui était des ressources propres et l'autre moitié qui revenait des aides au niveau des institutions financières internationales. Ça signifie que ce sont des investissements très importants. Et il est de bon droit aussi que les organisations de la société civile se posent la question de savoir, lorsque ces entreprises viennent investir au Congo, dans des zones minières où il y a des populations qui vivent, comment ces entreprises-là font en sorte que ces populations puissent bénéficier également de ces investissements en termes de redistribution des richesses. Et ça fait qu'il y a un ensemble qui doit être un écosystème, et les principes volontaires permettent qu'il y ait ces échanges entre des entités qui ont des objectifs différents, qui ont des perceptions différentes, mais qui ont en fait un objectif commun. L'État vit de ses taxes, vit de ses redevances, vit de ses droits, puisque c'est l'État qui concède les concessions minières auprès des industries minières. Mais là, c'est lorsqu'on se focalise sur l'aspect de l'exploitation industrielle. Et j'aimerais ajouter que lorsqu'on dit exploitation, il y a le qualificatif de responsable qu'on ajoute à côté, parce qu'en fait, exploitation a toujours une tendance qui donne l'impression qu'on exploite, l'exploitation des forêts, l'exploitation des mines, etc. Mais ça donne une connotation assez négative. Mais lorsqu'on y ajoute l'adjectif responsable à côté, c'est qu'il y a également des devoirs vis-à-vis et des populations, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des entreprises. Lorsqu'une entreprise met son argent pour investir, elle met son argent pour qu'il y ait du matériel, elle met son argent pour qu'il y ait dans des zones minières construction des écoles, etc., etc., parce qu'il y a également la responsabilité sociétale des entreprises. Ça permet qu'il y ait cette, on va dire, cet échange au niveau de toutes ces entités qui font qu'un pays peut se développer. On parle de développement durable, on parle de développement responsable, et en fait les principes volontaires permettent que 3 entités différentes puissent échanger de manière régulière autour de questions qui touchent à des problèmes réels qui se posent dans le secteur minier. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Madame Marie-Chantal qui a donné des éléments pour dire qu'en République démocratique du Congo, on peut venir investir de l'argent, on peut respecter les normes, on peut respecter le droit congolais, on peut respecter tout ce qu'il y a en termes d'obligations, en termes de devoirs, et qu'il y a possibilité également de faire des bénéfices, d'aider la population, d'aider l'État. Mais il y a également des entreprises qui malheureusement œuvrent dans ce secteur, mais qui ne respectent pas, et ni les populations riveraines, qui ne respectent pas l'État congolais parce qu'ils ne payent pas peut-être les redevances comme il se doit, et qui font, entre guillemets, de l'argent simplement pour se faire du bénéfice au détriment des populations. Et ça, c'est un problème que l'on rencontre
en République démocratique du Congo. Il y a également un terme que j'ai entendu ce matin qui m'a interpellé, c'est changer la qualité de la perception ou la qualité de la réputation, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse également de l'État, du gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que l'adhésion de la RDC au principe volontaire a été justement un des éléments importants pour que cette image puisse être changée. Glencore, qui est ici présent parmi nous, est, en tant qu'entreprise, membre des principes volontaires. Elle applique ces principes qui sont en fait un ensemble de bonnes pratiques. Et il n'y a pas dans cette, on va dire, initiative d'exclusive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des initiatives, il y en a plusieurs. On a évoqué l'ITIE aujourd'hui, qui est dans le domaine de la traçabilité en termes de marché, en termes de valeur, en termes de production, qu'il s'agisse même de l'attribution des concessions minières jusqu'à la production finale. Vous avez également le guide de l'OCDE qui vient fixer également des principes liés justement à tout ce qui peut être pris en termes de mesures pratiques pour permettre qu'il y ait une certaine protection au niveau des droits de l'homme. Et nous savons que de plus en plus aujourd'hui, il y a une approche basée sur les droits de l'homme dans tous les secteurs de l'activité. Mais les principes volontaires viennent apporter une spécificité, c'est qu'il s'agit de l'aspect sécuritaire et de l'aspect des droits de l'homme. Lorsqu'une entreprise vient investir au Congo, comme Madame Marie-Chantal l'a dit, elle investit au milieu de nulle part. Il est normal qu'elle veuille sécuriser son investissement. Elle peut faire appel à des structures privées, des entreprises de sécurité privée, et il arrive par moment que par rapport à des situations qu'on vit sur terrain, on doit faire appel à la police nationale, qui est la structure étatique appelée à protéger les biens et les personnes. Et certaines entreprises vont jusqu'à prendre carrément l'armée pour venir protéger un site. Avec tout ce qu'il y a comme corollaire. Lorsque l'armée vient sécuriser un site, qui a des populations riveraines qui, par rapport à leur extrême pauvreté, envahissent les sites miniers, l'entreprise qui investit cherche à sécuriser son bien, c'est de bonne guerre, mais la réponse à laquelle on assiste par moment n'est pas toujours ni proportionnelle, ni adéquate par rapport à des faits qui sont commis sur des zones minières, mais la réponse qui est accordée à ce type d'envahissement ou ce type de problème, justement pour éviter à ce qu'on arrive à des extrémités, il est important qu'il y ait un aspect lié à la formation, un aspect lié à la sensibilisation, et donc un aspect aussi qui permette à ce que les différentes entités qui sont concernées par l'exploitation minière en termes d'entreprise, mais que les organisations de la société civile qui, elles, viennent défendre les intérêts des populations, se rendent compte des efforts qui sont faits par les entreprises qui investissent, mais que même ces organisations de la société civile se disent il y a un État qui est au-dessus de tout et qui protège et les entreprises qui investissent et les populations riveraines. Et la particularité justement des principes volontaires, c'est d'apporter cette possibilité de pouvoir avoir ces trois entités, discuter, parler des difficultés que chacun rencontre à son niveau, et sur base de cela, trouver la possibilité de trouver justement des solutions. Et par moments, on se rend compte que le simple fait d'évoquer tel ou tel autre problème permet de trouver une amorce de solution à tel problème. Il y a un exemple concret, on m'en avait parlé lors de la dernière semaine minière.